Une ménagère de banlieue qui s'ennuie et cherche à mettre un peu de piment dans sa vie tombe amoureuse d'un mauvais garçon. La drogue et la jalousie alimentant sa fureur, la terreur et le tourment prennent le dessus. Et les cadavres commencent à s'amonceler dans le sillage d'une angoissante, fracassante et claustrophobe fatale liaison. À environ 65 km de Phoenix, dans l'Arizona. C'est une ville-étape du désert, désolée par endroits et en pleine expansion à d'autres. Ce qui, en 1994, est une bonne nouvelle pour l'entrepreneur local Mike Murdo. Il construit des chambres froides et a la réputation d'avoir mauvais caractère. J'aimerais que cette chambre froide soit plus petite. Ok, mais Mike Murdo semblait projeter une ombre immense sur Whitman. Les gens paraissaient prêts à faire ce que Mike Murdo voulait qu'il fasse. D'accord, D'accord. c'est le contrat. D'accord. Il avait toujours un revolver sur lui. Les gens ne voulaient pas le contrarier. L'arme de Mike n'est pas là pour la frime. Elle lui sert pour son autre source de revenus, dealer de drogue. C'était un grand fournisseur de meth. On en consommait beaucoup dans son entourage. À plus. Mike adore son personnage de dur. Et sa nouvelle petite amie aussi. Comment je m'appelle? Becky. Becky Rohrs, 33 ans, cherche désespérément à pimenter un peu sa vie. Le côté sauvage de Mike l'excite. En Mike, elle a trouvé quelqu'un qui n'a pas peur de prendre des risques, de transgresser les règles, d'agir à sa guise. Et elle est attirée par cette force. Dès le début, elle a su que c'était un dur à cuire. Quelques mois plus tôt, Becky vivait avec son mari et leurs 2 jeunes enfants dans une banlieue de Phoenix. Après 9 ans de mariage, elle s'ennuie. Elle est insatisfaite et cherche ardemment à échapper à sa vie banale. Becky avait un secret. Et ce secret, c'est qu'elle se remontait le moral avec de la meth. Tâtant de la drogue depuis son adolescence, Becky est alors complètement accro. Et comprend que la drogue détruit son mariage. Nous voilà, chérie. Hé, qu'est-ce que tu fais? Dans vos chambres, les enfants. Je croyais te l'avoir déjà dit. Allez, casse-toi, ça suffit. Allez, tu bouges. Non, non, Tu t'en vas. ça peut s'arranger. Son mari en a finalement assez et demande le divorce. Son mariage volait en éclats, elle perdait ses enfants, elle ne savait pas où aller. Becky finit par se retrouver dans la poussiéreuse Whitman à chercher sa prochaine dose. Il est difficile de comprendre comment Becky a pu quitter la vie agréable de la classe moyenne, un mari fidèle et 2 enfants en bonne santé, pour un endroit comme Whitman, rural et très désolé. Becky est partie pour se retrouver dans un endroit isolé qui lui offrait la possibilité de faire tout ce qu'elle avait envie de faire. Elle est venue retrouver son nouveau petit ami, Mike Murdo, qui est ravi de lui offrir son poison préféré. Elle le voit comme son âme sœur. Pour eux, il n'y a rien de mieux que de se défoncer à la meth. La meth fait un effet incroyable. Ça vous décolle le haut du crâne. C'est la chose la plus extatique qui soit. Selon certains utilisateurs, c'est meilleur qu'un orgasme.
Les tireurs d'élite. On est si dangereux. Combien de types t'as tué? Je sais pas, j'ai arrêté de compter. Mike raconte à sa compagne impressionnable des meurtres sauvages commis en tant que tireur d'élite dans l'armée. Je les vois à travers ma lunette de visée. Je vise leur cœur, je presse la détente, pas trop fort, et boum. Leur torse explose. Pour Becky, chaque histoire est plus excitante que la précédente. Leur vie commune est vite consumée par leur addiction. Tu sais, chérie, si quelqu'un déconne avec toi, il déconne avec moi. Mais les extases s'accompagnent de paranoïa, jalousie et violence croissantes. La meth peut rendre mauvais quelqu'un de très bien. Mais si vous avez un mauvais fond à la base, elle amplifie ce mauvais fond. Oh, tu m'as cassé la mâchoire. Un ami pense rendre service à Mike en lui disant qu'il a vu un gars flirter avec Becky. En guise de remerciement, il a droit à une sévère correction. Mike Murdo ne l'a pas cru. Et pour le punir d'avoir mal parlé de sa compagne, il a tabassé sévèrement ce jeune homme. Non, Dans le placard. je m'excuse. Dans le placard. Désolé. Dans le placard tout de suite. Non, mec, m'enferme pas. Eh, Mike veut impressionner sa nouvelle maîtresse avec une leçon de pure terreur. Et elle est très attentive. Becky riait, gloussait et encourageait Mike. La ferme. Je veux plus jamais te revoir ici. ok. Ouais, ok, je le jure. Dégage. D'accord. Dégage. Ouais. La nouvelle soif de sang du couple commence à se faire sentir. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça, qu'est-ce que c'est? Je le sais très bien. Comme si tu le savais pas. Tu sais, Mike se drogue de plus en plus. Et alors? je m'en vais. Il entraîne Becky qui réalise que les choses prennent une tournure dangereuse. Mais elle ne peut pas vivre sans son mauvais garçon. Je suis revenue. J'ai quelque chose pour toi au frigo. Au frigo? Je te l'ai dit. Ne me quitte jamais. Il lui a dit qu'il avait voulu tuer le chat en lui lançant des couteaux. Mais le chat a essayé de s'enfuir. Il a grimpé à un rideau. Alors Mike a pris un objet contondant et lui a fracassé la tête. Mike rencontre par hasard une connaissance, Tim Johnson, qui est dans une mauvaise passe et cherche un toit. Dans un de ses rares moments de gentillesse, Mike lui propose de l'héberger s'il aide aux tâches quotidiennes. À moitié fini. Combien de temps encore? Dans les 2-3 heures? 2-3 heures et c'est bon. Je dois aller en ville pour le boulot. Elle a des trucs à te demander. D'accord. D'accord? D'accord. Bon, à plus. Ouais. Tu peux m'aider? Ouais. Tu peux regarder la porte du garage, elle ne marche pas. Cette amitié ne dure pas longtemps. Dans la tête de Mike, de plus en plus grillé par la drogue, Tim est un voleur qui lui vole ses outils, quelqu'un qui n'est pas digne de confiance.
Il prépare pour son hôte un cocktail de sa spécialité. Une bière trafiquée avec un sédatif. Alors, ça va? Mike décide qu'il est temps d'emmener Tim, qui s'est subitement assoupi, faire une petite balade. Ils se rendent à un canal isolé à 50 km environ. Mike Murdo a de grands projets pour Tim. Et il veut que sa chérie en savoure chaque horrible moment. Mike Murdo, au cerveau brûlé par la drogue, et sa maîtresse tordue, Becky Rorse, ont enlevé l'ami qu'ils hébergent, Tim Johnson, et l'ont emmené sur la berge d'un canal isolé à l'écart de la ville. Dans l'esprit paranoïaque de Mike, Tim est un voleur qui a besoin d'une bonne leçon. Il est difficile de bien imaginer la terreur qu'il a dû ressentir en comprenant qu'il était dans son cercueil roulant. Ayant déjà servi une bière trafiquée à Tim, Mike a une autre mauvaise surprise pour lui. Une seringue remplie d'un puissant tranquillisant pour chevaux. C'est un bon cocktail. Ça va te faire du bien, t'inquiète pas. Alors, c'est comme ça que tu me remercies? Je t'héberge, je te donne du boulot et qu'est-ce que tu fais? Tu vends mes outils. Tu me les voles et tu les vends. C'est quoi ton problème? J'ai volé aucun outil. Ne mens pas. Pour Mike, la torture psychologique, semble être un préliminaire. À genoux. J'ai volé aucun outil. À genoux. Ok. Viens ici. Il veut que sa maîtresse participe et expérimente, selon lui, la volupté ultime. Tire. Tire. Il est évident que Mike Murdo se délecte du spectacle de la violence. Tire. Allez. Je peux pas! Comme elle flanche, Mike prend la relève. Hey. Un meurtre violent à coups de batte, c'est très intime, très personnel. Il prend un attendrisseur pour administrer les derniers coups. Alors que le corps battu à mort de Tim Johnson dérive dans la nuit, le message de Mike est limpide. Tu seras toujours à moi. Mike et Becky ont apparemment sombré dans un cyclone qui tire son énergie de la luxure, qu'elle soit alimentée par la violence, la meth ou le chaos de leur liaison. Ils se poussaient l'un l'autre dans leur relation jusqu'à atteindre littéralement des sommets d'extase sexuelle après ces épisodes de violence. Même après avoir assisté au meurtre, Becky décide probablement de rester avec Mike et de ne pas le quitter, car elle ressent une certaine attirance, une certaine affiliation à la fois étrange et inimaginable. Alors, elle décide de s'aligner sur Mike et de rester avec lui. Becky n'est pas étrangère à la violence. Elle a connu des problèmes de diverses sortes toute sa vie. Becky était la plus jeune de 3 sœurs. Mais avant sa naissance, ses parents se sont séparés. Tous les membres de sa famille racontent des histoires à briser le cœur sur les abus sexuels que Becky a subis, comme le dit sa mère, dès le premier jour. Cherchant une solution à son tourment sans fin, elle bascule dans la drogue. Puis elle pense avoir trouvé une échappatoire au trou à rats, comme elle l'appelle sa maison, un homme qu'elle aime. Elle est jeune, belle, elle se marie et a 2 enfants. Tout se passe bien jusqu'à ce que son secret n'en soit plus un.
C'est une junkie qui fume de la meth pour réprimer ses démons intérieurs. La nouvelle femme objet parfaite pour Mike Murdo. « 18 jours après le meurtre de Tim Johnson, la police de Peoria, dans l'Arizona, fait une découverte macabre. Un corps flottant dans un canal. On nous a appelés vers 10 h du matin et nous avons envoyé des agents voir le corps. Il y a une chaîne en travers du canal pour arrêter toutes sortes de débris. Lorsque le corps est retiré du canal, il apparaît que c'est celui d'un homme et qu'il a séjourné quelque temps dans l'eau. Rien ne permettait de l'identifier. Plus d'yeux, plus de cheveux. Il était très boursouflé et décoloré. Il portait un jean, une chaussure noire, mais pas de chemise, pas de portefeuille pour l'identifier. La police voit des signes évidents indiquant que l'homme a été violemment battu. Toutes ses dents supérieures de devant avaient sauté. Le corps est envoyé au médecin légiste. Nos agents ont essayé de voir si ce corps correspondait à une des personnes signalées disparues dans la vallée. Pendant ce temps, la liaison de Mike et Becky devient de plus en plus folle au fur et à mesure que leur consommation de drogue augmente. Il manque quelque chose. Quoi? Je sais pas. Du sel et du poivre. Tu sais que j'aime le sel et le poivre. J'ai oublié. Ce soir, tu manges pas. Aucun d'eux n'avait de travail. Mike travaillait à la commande et elle s'était tarie, où il avait arrêté d'en chercher après avoir rencontré Becky. Demain, tu vas trouver un boulot. D'accord. D'accord. Il donne les ordres. Il dit aux gens ce qu'ils peuvent faire et ne pas faire. Et s'il y a des tâches subalternes, ce n'est pas lui qui va s'en occuper. Il les délègue à ses sous-fifres, y compris Becky. En chemin pour chercher du travail, Becky s'arrête à la station-service. Où elles vont, ces jolies bottes? Je cherche du boulot. Le plombier local, Robert Miller, aime ce qu'il voit. Et il ne s'agit pas d'un CV. Robert dit à Becky qu'il pourrait lui trouver un travail. Bon, je dois y aller. Eh, appelez-moi. Appelez-moi, je vous embauche. Merci. Ce type m'a abordé. Oh, jolie botte. Becky raconte à Mike et deux amis drogués, Suzy et Jimmy, comment Robert l'a abordé. Elle sait pertinemment que cela va déboucher sur une autre violente démonstration d'affection de son amant sadique. C'est dégoûtant. Assieds-toi. Assieds-toi. Appelle-le. Appelle-le tout de suite. Appelle et dis-lui que t'es avec une copine. Allô? Salut, c'est Becky, de la station-service. Salut. Tu veux venir t'amuser? Dis-lui que t'es avec une copine. Je suis avec une copine. Becky connaissait assez bien Mike pour savoir qu'il allait se livrer à des actes violents et outranciers. Pas juste pour la protéger, mais aussi pour montrer sa force et son pouvoir sur les autres. Dans une heure? Ils l'ont fait venir plus tard ce soir-là. À tout à l'heure. Bon, on va l'attendre. Je vais lui donner une bonne leçon. À l'idée d'une nuit de plaisir avec deux filles, Robert Miller mord à l'hameçon. Hé, t'es venu? Bien sûr, bien sûr. Entre. Le rouge te va bien, ça me plaît. Ta copine? C'est ma copine Suzy. Alors, prête à s'amuser? Prête? Voilà pour toi. Tout à fait prête. Il pensait se retrouver dans une certaine situation, une opportunité d'avoir du sexe et du plaisir. Santé, les filles. Mais avant que sa nuit de rêve torride ne soit comblée, Tu flirtes avec ma femme? Mike Murdo surgit dans la pièce
et met un terme aux agapes. Hein? Et puis il a découvert la terreur absolue qui l'attendait. Je veux pas d'histoire, mec. La ferme, tu la fermes et tu bronches pas. Le plombier Robert Miller rêve d'une nuit à 3 avec Becky Rohrs et son amie Suzy. Mais la soirée tourne vite au cauchemar. Super. Tu t'amuses bien? Tu flirtes avec ma femme? Il pensait avoir de la chance et il se retrouve pris dans un piège monté par Mike Murdo, le compagnon brutal de Becky. Écoute, mec, T'es pas en train de la tripoter et tout ça? j'ai rien fait, mec. C'est le moment pour Mike de passer à sa spécialité, la torture. Vide tes poches, maintenant. Plus vite. Ils ont commencé par lui prendre son argent. L'ont forcé à rester assis sur ce canapé quelques heures pour le torturer psychologiquement. Il était assis là, terrorisé, avec des armes braquées sur lui. Les filles, allez fouiller le van, voir ce qu'il y a dedans. Tu peux tout prendre. Écoute, je veux pas d'embrouille, d'accord? La ferme, la ferme. Tu vas la fermer et tu vas pas bouger le petit doigt. Alors les filles, Beaucoup d'outils électriques. Regarde ça. vous avez touché quelque chose? Vous avez mis des gants? Non? Non. Vous savez ce que je suis obligé de faire maintenant? Miller devait se dire, qu'est-ce qu'il va m'arriver ensuite? Ça va faire mal, ça va faire mal. Écoute, laisse-moi partir. À genoux. Mike Murdo a un penchant pour le sport. Mais ce genre d'épreuve ne sera jamais olympique. Laisse-moi partir. Quoi? C'est bien toi qui m'as dit qu'il te tripotait. Une partie de la dynamique que cache l'offre apparemment généreuse de Mike, qui laisse les autres participer à cette violence, c'est qu'il endosse le rôle de meneur. Il a le contrôle, il dirige les autres, et c'est de là qu'il tire une partie de son pouvoir. Jimmy, ça te dit? Miller ne savait pas qui étaient ces gens. Il savait juste qu'ils avaient des horreurs en tête, mais il ne savait pas lesquelles. Mike a sans doute savouré chaque moment, car il était le seul à savoir comment cela allait finir. Je savais pas que c'était ta femme, mec. Allez, sérieusement. Non, je lui ai juste parlé. Dans le coffre. Non, je peux pas. Dans le coffre, vite! Et tu vas y rester jusqu'à ce que je décide ce que je vais faire de toi. Robert Miller réalise qu'il a de très sérieux ennuis. Je suis claustrophobe. C'est un homme corpulent confiné dans ce petit espace et qui sait qu'il est à la merci de gens très violents. Laisse-moi sortir. Mike, Becky et leurs deux amis reviennent au garage pour fumer et s'injecter de la meth pendant toute la nuit. À l'aide. Robert Miller reste à suffoquer dans le coffre. Nous avons là un groupe de gens qui passent son temps à boire, à se droguer, alors qu'un être humain est retenu captif dans un espace confiné. Cela dénote un manque total de considération pour la vie humaine. Avant le lever du soleil, Mike et Jimmy abandonnent le van de Robert sur un chemin de gravier près du cimetière de Whitman. En rentrant, ils prennent au passage Chad Stevens, un autre ami consommateur de meth. « 30 minutes plus tard, ils entrent dans le garage et Mike veut impressionner son dernier invité. Hé Chad, tu veux voir ce qu'il y a dans le coffre? C'est un truc très cool. Jimmy, ouvre-le. Eh mec, t'es sérieux? Ouais. Je dois pisser, laisse-moi sortir. T'as soif? Ah, t'as soif. Laisse-moi sortir, mec, je dois pisser. Laisse-moi sortir.
Ok, sors. Mike, en homme plein de compassion qu'il est, l'a aidé à sortir du coffre, l'a laissé aller dans un coin du garage et l'a laissé commencer à se soulager. Il s'accrochait à l'espoir que ça finisse par s'arranger. Il ne se doutait certainement pas que Murdo allait lui défoncer le crâne. Mike Murdo prenait comme arme tout ce qui lui tombait sous la main. Un attendrisseur, un pieu, n'importe quoi. Ce qui déshumanisait et dépersonnalisait vraiment sa victime. Et puis, le final, poser un sac sur la tête de la victime pour créer davantage de terreur psychologique. Il semblait bien se délecter de tout ça. T'en parles à quelqu'un. Je tue tes enfants devant toi, je les écorche, et je te tue, compris? Oui. Oui, il faut couvrir le corps avec du fumier pour que ça éponge le sang. Et pourquoi tu mettrais pas ce bikini sexy que j'adore? D'accord? Ceux qui ne connaissent ni Mike, ni les effets à long terme de la meth, doivent trouver bizarre qu'il demande à Becky d'enfiler un bikini pour déverser du fumier de cheval sur l'une de leurs victimes, afin d'éponger le sang. Mais c'est l'image de ce moment où le sexe, la violence et la drogue fusionnent sous la direction du metteur en scène, Mike. Elle est froide, elle est froide. Je pense que cela nous indique que les meurtres de Mike Murdo, dont Becky était complice, visaient des hommes. Mike la rendait forte par procuration et elle se déchargeait de toute sa rage sur d'autres hommes. Elle était associée à cette force au lieu d'être soumise à cette force. Pendant ce temps, la concubine de Robert Miller est dans tous ses états, à se demander pourquoi il n'est pas rentré de la nuit. Elle contacte le frère de Robert qui signale sa disparition. Je l'ai pas vu depuis 2 jours. Il était plombier et il n'a pas répondu à ses 2 premiers appels. Alors son frère a appelé le bureau du shérif et a signalé sa disparition. C'est quoi son véhicule? Un grand van blanc, le genre standard. Il a des marques distinctives? Les agents de Maricopa demandent à toutes les antennes de police des environs d'être sur le qui-vive pour repérer le van du plombier, car c'est leur seule piste. Sur 10 km, je vais chercher par là et Vernon vers l'est. Jimmy, viens ici, mec. Pendant ce temps, Mike se prépare à prendre la route. Le projet de Mike d'aller camper était quelque peu chamboulé. Il emportait avec lui un cadavre qu'il devait cacher. Il faut que tu nettoies le garage. Nettoie le garage, d'accord? D'accord. À plus. Mike roule vers le nord durant plus d'1 heure, vers un lieu paisible où il aime se relaxer et décompresser. C'est un site qu'il appelle le paradis. Mais ce soir-là, il recrée une scène sortie de l'enfer. À 1 heure de route au nord-ouest de Phoenix, le double meurtrier Mike Murdo arrive sur son site de camping favori pour se débarrasser du corps de sa dernière victime. Il a passé le reste de la nuit dans la forêt, dans l'obscurité, à décapiter le corps, à arracher les dents,
à sectionner les mains. Et à découper le bout des doigts ou la peau du bout des doigts. Décapiter la victime et lui couper le bout des doigts, c'est l'une des rares choses très réfléchies et très méthodiques à laquelle Mike s'est livré. Ce n'était plus une personne, c'était un cadavre. Et dans l'esprit de Mike, il s'agissait de se débarrasser de preuves. Les relevés téléphoniques apprennent aux enquêteurs que Robert a appelé 5 fois le même numéro le jour de sa disparition. Dis-lui que t'es avec une copine. Salut, c'est Becky, tu veux venir t'amuser? Un agent compose ce numéro. Becky Rohrs répond. Je sais même pas pourquoi vous appelez. Becky dit qu'elle a rencontré Robert en cherchant du travail, mais qu'elle ne sait pas du tout où il peut être. Pourquoi je devrais venir au poste? Nous devions interroger Becky sérieusement pour savoir si elle était impliquée et si oui, comment. Allô? Mike, on a les flics sur le dos. T'as dit quelque chose? J'ai dit que je le connaissais pas. Ils veulent que j'aille au poste. T'inquiète pas, reste là et attends-moi, j'arrive. Je t'aime. Nous l'avons convoquée pour un interrogatoire, mais elle ne s'est pas présentée. L'employeur de Robert Miller loue un avion pour effectuer une recherche aérienne dans le vaste désert des environs de Whitman, dans l'espoir de repérer le van. 2 jours après le meurtre, des agents localisent le véhicule, abandonné près du cimetière. Sa mallette et ses chaussures de sécurité sont à l'intérieur. Mais il n'y a aucune trace de Robert, de son portefeuille ou de son téléphone portable. Les enquêteurs sont alarmés lorsqu'ils s'aperçoivent que Becky Rohrs reçoit toujours des appels passés de ce téléphone disparu. Nous devions retrouver ce téléphone pour savoir qui passait ces appels. Mike a fait tout ce qu'il fallait pour dissimuler son crime. Il a passé toute la nuit à commettre des actes horribles sur le cadavre. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait? Allô, chérie? Il a appelé Becky. Ouais, c'est en cours. Les enquêteurs reçoivent ensuite une information anonyme disant que le compagnon de Becky, Mike Murdo, a tué Robert Miller. À ce stade de l'enquête, nous avions pour seule information que Mike Murdo avait frappé Miller et qu'il était mort. Pourtant, son téléphone était toujours en service. Allô? Le plan évident, c'était de localiser le téléphone, localiser Mike Murdo et essayer de localiser la victime. Des témoins disent à la police que Mike a chargé son van à chevaux et a quitté la ville. Nous savions qu'il allait camper dans le comté de Yavapai. Nous avons essayé de le localiser par l'entremise. Cependant, Becky panique et décide de s'enfuir. Elle et son amie Suzy pillent la maison de Mike, prennent ce qu'il leur faut et fuient dans un hôtel proche. Elle et son amie sont partis, ont fait leurs petites affaires. Et Becky est en fait revenue à la maison avec un gars pendant que Mike était dans la forêt à démembrer le corps. Mike Murdo a nettoyé un bain de sang, mais en a créé un autre en s'occupant du sabot d'un cheval. Ironie du sort, il est lui-même sa dernière victime. Il s'est accidentellement sectionné une artère et s'efforce de stopper l'hémorragie. Et de quoi se sert-il pour serrer le garrot? De son propre 357 Magnum, le revolver qu'il a l'habitude d'exhiber dans tout Whitman. Il ne peut pas arrêter l'hémorragie. Il voit qu'il perd son sang et qu'il doit agir vite, sinon il ne sortira pas de la forêt vivant.
Le temps presse pour Mike Murdo. Tandis qu'elle se cache avec Becky, Suzy parle à quelqu'un de sa famille du garage sanglant. Horrifié, l'interlocuteur donne à la police le nom de tous les participants. Chad Stevens est le premier que les enquêteurs appréhendent. Il leur dit qu'il a vu Mike Murdo tuer Robert Miller. Et que son ami lui a clairement fait comprendre de se taire par la menace. Les enquêteurs fouillent le domicile de Mike et Becky. Dans le garage, ils trouvent des traces du crime atroce. C'était plus ou moins dans l'état où Mike Murdo l'avait laissé. Il y avait une flaque de sang derrière un des véhicules. Elle avait été recouverte de terre ou de fumier de cheval. Dans le garage salle de torture, on voit encore des éclaboussures de sang. Un message est transmis à toutes les patrouilles pour localiser Mike Murdo et son van. La police reçoit une information disant que Becky Rohrs est dans un motel de Phoenix. Les adjoints du shérif se demandent si les amants sadiques sont ensemble et si Mike va encore essayer de tuer. Police! Qu'est-ce que j'ai fait? C'est bon, suivez-nous. Elle est conduite au bureau du shérif et se met vite à table. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Des mois de consommation croissante de drogue ont fait des dégâts sur l'ancienne ménagère de banlieue. Lors d'un interrogatoire décousu, souvent incohérent, Becky raconte à la police la folie meurtrière de son compagnon. J'avais une peur bleue. Je ne savais pas ce qui allait se passer. Becky savait que Murdo était un tueur de sang-froid, mais son côté mauvais garçon était irrésistible. Je voulais le quitter, mais je n'y arrivais pas. C'était une de ces relations où on sait qu'elle est malsaine, vous voyez? Et son compagnon lui a clairement fait comprendre qu'elle pourrait être la prochaine. Si j'en parlais à quelqu'un, si jamais je disais quoi que ce soit à quelqu'un, il m'aurait tué. Suzy et Jimmy sont également interpellés. Ils reconnaissent avoir été sur place la nuit du meurtre. Mais pour ce qui est du crime, un seul homme porte le chapeau. Nous savions, d'après des témoins présents au moment des faits, qu'il avait pris son van à chevaux, placé le corps de Robert Miller dedans et prévu d'aller camper. Puis, les enquêteurs reçoivent l'appel qu'ils attendaient. Mike Murdo, en sang, vient d'arriver aux urgences de l'hôpital. La police va-t-elle l'appréhender avant qu'il ne tue à nouveau? Les adjoints du shérif de Whitman dans l'Arizona recherchent qui se débat pour sauver sa vie. Sectionner une artère, le corps de sa dernière victime. Ils reçoivent une information précieuse. Le bureau du shérif du comté de Yavapai a localisé le véhicule de Mike Murdo au centre médical. Nous l'avons aussitôt fait sécuriser et saisir. Mike Murdo, police, on a des questions à vous poser. À quel sujet? Au sujet de votre garage, on l'a fouillé. Il était propre? Non, pas du tout. Il savait à ce moment-là qu'il avait un sérieux problème dans le comté de Maricopa. Vous devez avoir ce qu'il faut contre moi, non? Il a dit qu'il allait prendre perpète. Les choses ont plutôt dérapé. Dérapé comment? Salement dérapé. Ah oui. Et il a commencé à tout raconter. Ce gars embêtait ma petite amie. Il savait que nous savions ce qui s'était passé. Il a commencé par le début et nous a tout raconté.
jusqu'à la fin. J'ai dit à ma petite amie de l'appeler. Il détient la clé des informations. Il va décider ce que la police doit savoir sur lui. Quel genre de soirée? Un peu de calme. Comme un dernier sursaut pour faire étalage de son pouvoir en contrôlant la situation. Je voulais juste lui faire peur. Mike a dit que c'était son idée d'inviter Miller chez lui, de le dévaliser, lui prendre son argent et finalement lui donner une bonne leçon. On l'a mis dans le coffre, on allait lui faire peur. J'ai perdu la notion du temps. À l'aide! Et il était trop tard. Et ensuite, Il est sorti du coffre. les choses étaient allées trop loin, au point qu'il a décidé qu'il devait le tuer. Il est sorti du coffre et je l'ai frappé. Avec quoi? Un attendrisseur. Un attendrisseur? Je m'emporte parfois. Le temps de réaliser, il était mort. Subitement. Ouais, mort. Je pensais pas avoir frappé aussi fort. Et Je devais me débarrasser du corps, alors je l'ai pris avec moi. il m'a raconté comment il avait coupé les mains, la tête, comment il avait arraché les dents, découpé le bout des doigts. Et puis, comment il s'était fait mal avec le fer à cheval. Il avait pris son couteau pour nettoyer le fer à cheval, et finalement, il se l'est planté dans la jambe. Il a dit que c'est là qu'il avait déconné. Il dit aux agents où trouver les restes de Robert. Mike a décrit le site du camping où il a démembré le cadavre. Vous avez autre chose à ajouter? Il y avait un gars que j'ai hébergé un moment. Il détaille le meurtre interminable de Tim Johnson. Mike a dit que c'était un ancien détenu qui avait un régime de semi-liberté élargi. Je l'ai balancé dans le canal. Il a déclaré qu'il l'avait tué et qu'il avait jeté son corps dans le canal. Becky confirme l'histoire macabre de Mike et dit que c'était une chose horrible à voir. J'ai entendu ces coups. Il l'a frappé à la tête 8 ou 9 fois. Il lui a mis un coup dans les dents. Et il y a eu ce bruit horrible. Elle a entendu un gargouillis. Elle nous l'a imité. Ça ressemblait au son de quelqu'un qui cherche à respirer et qui a beaucoup de liquide, de sang dans la bouche. Et il l'a payé de sa vie. Mike Murdo plaide coupable des meurtres de Robert Miller et Tim Johnson. Il est condamné à la peine capitale et attend dans le couloir de la mort. Chez Murdo, nous avons une confluence cataclysmique de facteurs négatifs. Il y a la structure de sa personnalité sous-jacente, la meth, et puis cet excès, cette flambée de drogue et de paranoïa qui l'a conduit sur cette voie. Becky Rorsch plaide coupable de son rôle dans les meurtres et écope de 22 ans de prison. Elle continue à accabler son compagnon pour les meurtres. Il ne fait aucun doute qu'elle avait raison de le craindre. Pourtant, elle est restée avec lui, alors qu'elle a eu l'occasion de s'en aller d'une manière ou d'une autre au fil des mois. L'occasion de sauver les victimes de chacun des deux meurtres. Elle aurait pu, faute de mieux, s'enfuir dans la rue en hurlant pour attirer l'attention. Elle aurait pu jouer de son influence sur Mike pour le calmer et lui faire relâcher l'homme enfermé dans le coffre. Becky a toujours été décrite comme une personne docile et faible. Mais Mike lui donnait de la force. Il en faisait une spectatrice quand il assénait des coups et qu'elle regardait cela se produire. C'était son homme qui frappait.
Et elle se délectait elle aussi de ces meurtres. Elle aimait la force. Elle aimait voir qu'elle avait un compagnon costaud, qu'elle pouvait en gros mener par le bout du nez et qui ne s'en rendait même pas compte. Il pensait avoir le contrôle de la situation, mais il me semble que Becky avait bien plus d'emprise sur lui qu'elle ne l'a jamais admis. Becky Rorsch ne peut s'empêcher de penser au mauvais garçon de Whitman. Et même en prison, elle a dit aux autres qu'elle avait été très amoureuse de lui. C'est le genre de relation où on ne peut vivre ni avec l'autre, ni sans l'autre. Il semble que Becky ait vu Mike Murdo comme une sorte d'âme sœur, à supposer que chacun d'eux est une âme. Jimmy Smith plaide coupable d'homicide volontaire, d'enlèvement et de vol à main armée. Il est libéré de prison en 2011. Suzy déclare qu'elle ne savait rien du meurtre de Robert Miller jusqu'à ce qu'elle le voie baignant dans une mare de sang dans le garage de Mike Murdo. Elle est inculpée d'enlèvement et passe 3 ans en détention. Cette drogue a rongé leur capacité de jugement, leur sens des rapports humains, leur capacité à avoir de la compassion pour quelqu'un qui souffre ou qui est en danger. C'est vraiment horrible ce qu'ils étaient prêts à faire pour avoir leur dose. Becky s'était sentie faible toute sa vie, et voilà un gros costaud qu'elle arrivait à contrôler à sa façon. C'était ça le côté fatal de cette liaison.